Bienvenue à tous pour ce 5e rendez-vous en terre numérique. Donc, certains d'entre vous sont déjà venus, mais je vois des nouvelles têtes et je suis en tout cas heureuse de vous accueillir ici. Et je vais accueillir en particulier Aurélien Chedeverne qui est avec nous, puisqu'il est le manager du 39 bis Open Innovation Lab, si je ne me trompe pas, de Sanofi. Donc c'est lui qui nous guidera dans le prochain rendez-vous pour la visite de ce laboratoire spécialisé dans la e-santé avec des nouveaux modes d'innovation un peu disruptifs pour l'entreprise. Voilà. Mais aujourd'hui, donc, on reçoit, comme le disait Christophe, Bruno Mettling. Bienvenue, Bruno. Oui. Donc, tu es effectivement aujourd'hui président non exécutif d'Orange Moyen-Orient Afrique et tu as créé un cabinet de conseil en transformation numérique et sociale et de modernisation du dialogue social qui s'appelle Topix. Tu l'as créé l'an dernier, si je ne me trompe pas. Novembre dernier. Novembre dernier. Et comme l'évoquait un petit peu Christophe, entre 2010 et 2016, tu as occupé un poste qui a été essentiel chez France Télécom, puisque ça s'appelait comme ça à l'époque. Tu étais DRH auprès de Stéphane Richard, le PDG, pour sortir de la crise terrible qu'a connue l'opérateur juste avant. Crise sociale. Et bon, c'est un sujet qu'on pourra évoquer avec toi, mais après cette présentation, puisqu'aujourd'hui, on est là pour parler d'Afrique, d'une Afrique digitale que tu décris effectivement dans ce livre qui s'appelle Booming Africa, le temps de l'Afrique digitale. Donc ce sera notre sujet de ce soir. L'Afrique comme creuset d'un nouveau modèle de développement par le numérique. Et ce qui est intéressant dans le livre en particulier, c'est que tu t'appuies sur ton expérience, ton expérimentation de l'Afrique et du digital. Donc il y a beaucoup d'exemples. Et alors je vais commencer par lire... pour présenter le sujet, je vais lire le début de la préface qui a été écrite justement par Stéphane Richard, qui dit « J'ai acquis une conviction essentielle qui constitue le cœur de mon engagement. L'accès de tous au numérique est un droit fondamental. Il est la clé pour renforcer les cohésions sociales et nationales, pour réduire les fractures et créer les conditions d'une croissance équilibrée, inclusive et respectueuse de notre environnement. » Cette analyse trouve une acuité toute particulière en Afrique. C'est d'ailleurs convaincu de la nécessité d'accélérer la transformation numérique que j'ai demandé à Bruno Mettling de prendre en charge cette responsabilité, non seulement en conduisant nos opérations en Afrique au Moyen-Orient, mais aussi en définissant une stratégie fondée sur cette conviction et en l'intégrant dans une vision globale des enjeux du numérique. C'est en faisant entrer massivement le numérique dans le quotidien que l'Afrique deviendra naturellement un continent de référence et non pas en multipliant les plans prospectifs à 10 ans. Parce que l'idée, c'est non pas de dire, voilà, il faut du digital partout en Afrique, un petit peu comme on a dit, il faut de l'argent dans l'énergie, il faut de l'argent ici et là. L'idée, c'est vraiment de dire que l'Afrique peut devenir un exemple d'un nouveau modèle de développement. Et la première raison, je voudrais que tu nous la détailles, c'est que l'Afrique, on ne le sait pas forcément vu de l'extérieur, mais est un continent où l'usage du numérique, et en particulier sur mobile, est extrêmement bien développé. Oui, peut-être quelques mots pour resituer l'idée du bouquin d'abord d'où elle est venue. Donc j'ai eu cette chance incroyable de présider la plus grande entreprise du numérique, parce que c'est vrai que les opérateurs de téléphonie, c'est évidemment en nombre, en enjeu, on peut dire tout ce qu'on veut sur les acteurs du numérique, mais s'il n'y a pas des entreprises pour connecter, créer les interfaces et transporter les données, ben, il n'y a pas tout simplement de numérique. Donc j'ai eu cette chance d'être en responsabilité sur l'Afrique et le Moyen-Orient pour l'un des plus gros opérateurs. Ce n'est pas le plus gros, hein. Je tiens à rappeler qu'MTN, par exemple, sur l'Afrique de l'Est est plus important qu'Orange, mais on va dire on est un des plus gros sur l'Afrique de l'Ouest, hein, en particulier, avec des chiffres évidemment qui se comptent en centaines de millions de clients. On ne va pas rentrer, ce n'est pas l'enjeu aujourd'hui. Mais donc j'ai eu ce poste d'observation, d'action bien sûr, mais pour vous ce soir d'observation assez extraordinaire, et qui est parti d'un grand paradoxe. Il y a 2-3 évidences sur l'Afrique, notamment l'évidence démographique et l'impact que ça a. Quand je dis impact, c'est positif, mais aussi les énormes défis liés à l'évolution démographique. Il y a l'observation, et je suis plutôt, vous avez compris, je ne suis pas un théoricien du numérique, je ne suis pas un chercheur, je suis quelqu'un, voilà. Il y a cette mesure du numérique en Afrique qui fait que l'Afrique a démarré beaucoup plus tard, mais elle accélère à une vitesse incroyable dans le développement des usages et du numérique. Et ça, c'est une des clés de l'échange. Et puis, il y a ce paradoxe, encore une fois, d'une Afrique qui reste sur beaucoup de points extrêmement déséquilibrée, qui reste évidemment avec des enjeux de pauvreté considérables. Et en réalité, le pari du livre, c'est de dire, si je prends chacun des mots MAUX de l'Afrique, des grands mots, des grandes difficultés de l'Afrique, et je m'arrête une seconde
pour mesurer ce que peut être l'impact du numérique en réponse à ces redoutables défis, alors je pousse un grand coup de gueule. Et ce livre est un coup de gueule, il est optimiste, c'est un coup de gueule en disant « Mais qu'attendez-vous, bailleurs de fonds, dirigeants, pour arrêter de projeter sur l'Afrique les modèles de développement tels qu'on les conçoit en Europe, pour, j'allais dire, repenser les politiques de développement à partir de ce que peut être l'impact du numérique, sachant, et c'est là que je suis un peu j'ai une colère rentrée, le livre évidemment est écrit pour mobiliser, mais quand j'ai la chance d'avoir des auditeurs comme les vôtres, j'ai une vraie colère qui dit on triche avec l'Afrique, on triche dans le débat public, on triche dans les politiques de développement. Si je prends l'éducation, par exemple, et si je vois ce qu'est la croissance démographique de l'Afrique, quand je vois, c'est un exemple que je cite dans le livre, mais que je l'aime bien, que dans le seul quartier d'Abobo, qui est un quartier d'Abidjan, il naît 50 bébés par nuit, ça veut dire qu'il faudrait construire, pour ce seul quartier d'Abidjan, une classe supplémentaire avec un enseignant par jour pour simplement maintenir, et quand je projette sur l'Afrique, c'est 1 million de classes chaque année avec 1 million d'enseignants derrière, pour simplement maintenir le taux de scolarisation qui est lui-même insuffisant. Donc, il y a un moment donné où vous dites, on arrête de prétendre que les politiques de développement traditionnelles permettent de répondre à ce défi. On considère effectivement insupportable d'inscrire la baisse du taux de scolarisation et d'accès à l'éducation de l'Afrique dans une espèce de fatalité, parce que c'est ça qu'on ne dit pas aujourd'hui, mais c'est ça la réalité des éléments, parce qu'on ne mettra jamais les financements nécessaires à un tel rythme de développement. On mesure l'impact aujourd'hui avéré, c'est ça le troisième élément. C'est-à-dire que ce bouquin, je n'aurais pas pu le faire il y a 5 ans ou il y a 10 ans. Je peux le faire aujourd'hui parce qu'on a maintenant des centaines d'exemples qui montrent bien concrètement, à travers les initiatives des uns et des autres, ce que le numérique peut apporter. Et on va développer plus tard l'exemple de l'éducation. Mais c'est vrai qu'on a plus de 500 classes Orange aujourd'hui qui fonctionnent sur l'ère numérique, avec non pas un enseignant face à une classe, mais un enseignant qui vérifie périodiquement les conditions d'acquisition des connaissances par les mômes, à partir évidemment d'outils numériques qui permettent de répondre aux défis démographiques, entre guillemets. Voilà, donc c'est tous ces exemples. Et donc le pari du bouquin, c'est de dire, l'observateur que je suis encore une fois, je suis pas... C'est de dire, mais bon sang, c'est insupportable, quoi. On voit bien les limites du politique de développement traditionnel. On a maintenant des exemples avérés de l'impact du numérique. Et on voit un système public, gouvernance, etc., qui ne sont pas nés effectivement de l'ère du numérique, qui sont plutôt dans leur production des modèles. Et ma plus grosse colère, c'est pour les bailleurs de fonds, qui très clairement mobilisent chaque année des sommes très importantes, qui continuent à dire numérique égale start-up égale je crée un compartiment numérique que je finance des start-up dans les pays, etc. Il faut le faire, pas d'ambiguïté. Mais le numérique, c'est bien plus que ça. Le numérique aujourd'hui, c'est comment le numérique irrigue l'ensemble des politiques de développement pour permettre de repenser les enjeux et d'accélérer. Parce que derrière, c'est l'inclusion des populations, tu l'as dit, c'est la croissance inclusive qu'on cherche, etc. Et le livre a cette caractéristique, c'est qu'encore une fois, je produis beaucoup d'exemples, à la fois de l'impasse dans laquelle conduisent les politiques traditionnelles et des formidables enjeux numériques. Alors, tout ça, c'est gentil, mais pour prendre la parole quand on est un acteur économique, encore faut-il avoir pu mesurer ce qu'est l'impact du numérique et les grands enjeux. Et c'est vrai que ce fameux milliard d'Africains, ce milliard de cartes SIM, montre un peu la voie. C'est-à-dire que de ce point de vue, parce qu'il y a effectivement 1 milliard, il y a 1 milliard de cartes SIM qu'en Afrique. On va dire 1 milliard d'utilisateurs, mais presque. Non. En gros, on considère qu'il y a un Africain sur 2 aujourd'hui qui a accès à un mobile. Mais je rappelle qu'ils sont 1 sur 3 et 1 sur 4 à avoir accès à l'eau dans des bonnes conditions et à l'énergie. Donc il y a beaucoup plus d'accès au mobile aujourd'hui qu'à ce besoin élémentaire qu'est l'eau et l'énergie. Donc à partir de ce formidable potentiel-là, à partir de ce qui est passé en matière de bancarisation, et je suis heureux que ce soit avec nous les représentants de la Fondation Aga Khan, parce que c'est typique des formidables potentialités que le mobile, cette interface, j'allais dire, d'usage de la vie, sur toute une série de nouveaux usages, peut apporter dans la transformation de la vie des Africains. Et donc, c'est vrai que c'est toutes ces expériences cumulées, qu'on va ordonner un peu mieux, mais moi j'aime bien parler un peu spontanément, tu me pardonnes, c'est tous ces usages cumulés, et c'est ça. Et le bouquin, il dit en gros, je prends l'éducation, la santé, l'agriculture, l'énergie, l'administration, la bonne administration, la banque, etc., et je montre chaque fois ce que le numérique peut apporter. Et non pas à partir d'une vision théorique, parce qu'encore une fois, je ne suis pas un théoricien, je n'ai pas cette légitimité, je n'ai pas conduit, voilà, mais à partir de ce qui se pratique aujourd'hui, et j'essaie simplement d'accélérer, le rôle c'est ça, c'est un accélérateur de cette prise de conscience. Alors entre le moment où j'ai fait le bouquin, le moment où il est sorti, début d'année, et aujourd'hui, je peux vous dire déjà que les choses ont bougé, parce qu'il faut quand même, voilà. La Commission européenne m'a demandé en catastrophe de rentrer dans la task force qu'elle a créée pour les renégociations Union européenne-Union africaine, mais c'est énorme, parce que le premier bailleur de fonds en Afrique, c'est l'Union européenne. Et ils ont créé une task force numérique, justement, suite à... Il n'y a pas qu'on appelle, on est quelques-uns à avoir poussé, bien sûr. Mais suite à des coups de gueule de ce type-là, l'Union européenne s'est dit, bon, il faut peut-être qu'on change un peu
nos modes de raisonnement et de pensée. Donc j'ai été membre, donc j'ai pu porter cet élément-là, y compris au plus haut niveau de la commission. Il y a des formidables exemples en Afrique avec des chefs d'État, et on passe évidemment au Rwanda, mais pas seulement, qui commencent à projeter une vision numérique de l'organisation des services, et ça change énormément de choses. Voilà, et donc c'est en train de venir. Mais mon bouquin a participé sans doute à cette dynamique à partir de la légitimité qui n'était pas la mienne, encore une fois j'insiste lourdement, mais celui qui a la chance de présider comme Orange, qui a 130 millions en Afrique, qui en quelques années a eu des dizaines de millions de clients sur mobile, a pu créer grâce à la fondation des centaines de classes qui fonctionnent sur le digital. Voilà. On rentrera dans les exemples précis plus tard. Mais voilà, donc le message c'est celui-là, c'est de dire en gros, c'est pour ça que je suis à la fois optimiste et en même temps très en colère. Hein, donc dans mon propos oraux, je suis à la fois très optimiste parce que je pense que par rapport à l'impasse dans laquelle on va aujourd'hui, il y a des éléments de réponse. Alors ce n'est pas la réponse, on y reviendra. En matière d'éducation, j'insiste beaucoup sur l'articulation entre un système éducatif digne de ce nom, le rôle, etc., des enseignants, mais redéfinir. Et puis j'allais dire ce qu'est peut-être l'apport numérique. Alors, justement, avant qu'on rentre dans le détail effectivement de toutes ces thématiques qui sont passionnantes et de la façon dont elles transforment déjà l'Afrique, et ravi d'apprendre, du coup tu portes le message auprès de l'Europe, j'aimerais bien que tu nous parles donc de ce qui s'est passé, de ce que tu appelles, enfin je crois que ce n'est pas de toi l'expression, mais on va l'utiliser quand même, le privilège de l'arriération, qui fait qu'aujourd'hui, il y a cette accélération du numérique et du développement par ce levier du numérique en Afrique, et qui vient, et dont la preuve est aujourd'hui le milliard de cartes SIM, mais pas uniquement. Pas uniquement, c'est aussi ces centaines de millions de mobiles. Voilà. Il y a plus de clients bancaires sur mobile, de banques sur mobile en Afrique, en toute population, qu'aux États-Unis. Donc on voit bien que... Donc ça, c'est... Alors le privilège de l'arriération, qui est une expression très forte, qui évidemment mérite d'être explicitée, c'est Lionel Zinsou qui la porte. Donc c'est quelqu'un qui a une légitimité qui n'est pas la mienne pour le faire. Pourquoi ? Parce qu'il considère qu'une des grandes opportunités du numérique, une des grandes explications de ce formidable développement, et notamment de la bancarisation sur mobile, c'est précisément le fait que les freins naturels que sont les systèmes de legacy existants et qu'on a en Europe, on pourra parler santé, on pourrait parler... voilà. Ces freins naturels, on pourrait parler système éducatif par exemple, etc. Ces freins naturels par définition, et malheureusement, l'Afrique ne les a pas ou les a beaucoup moins. Et qu'en réalité en Afrique, le numérique permet, si j'essaie de résumer, de pallier à un déficit d'infrastructures physiques grâce à de nouveaux systèmes, alors qu'en Europe et sur les autres continents, ces infrastructures physiques existent, elles sont des acteurs derrière, elles ont des intérêts économiques derrière, et du coup, des freins à l'implémentation de visions beaucoup plus numérique. Et donc sur la banque, c'est un exemple qui pour le coup résume parfaitement ça. Donc l'Afrique, je vous rappelle la situation, hein, c'était entre les pays entre 5 et 15% de population bancarisée. Je parle de l'Afrique subsaharienne, pardonnez-moi, je ne parle pas de l'Afrique du Nord. Hein. Entre 5 et 15% de population bancarisée. Et j'allais dire, le système bancaire traditionnel s'était fait à cette logique. Il travaillait sur 5 à 15% de la population parce que les enjeux économiques de développement de réseaux physiques, c'est toujours le même raisonnement hein, qu'on prend là, mais qu'on pourrait multiplier sur l'énergie, sur d'autres. Le déploiement d'un réseau physique d'agences traditionnelles avec des collaborateurs pour aller, j'allais dire, augmenter le taux de bancarisation était, et c'est exact, économiquement, j'allais dire, non gérable par rapport à ce que représentait le coût de déploiement d'un réseau d'infrastructures physiques. Et encore une fois, ce qui était vrai pour la banque est vrai dans beaucoup d'autres grandes politiques de développement. Et donc, ils avaient fait ce choix de 5 à 15%. Et du coup, ce sont les opérateurs qui, ayant développé le mobile, ayant vu ce formidable succès du mobile en termes d'outils de communication, se sont dit, mais il nous revient quand même pour développer l'économique, et on sait bien ce que peut être le frein aux échanges, qui est l'absence d'un système bancaire, une économie soit du troc, soit du cash. On voit bien les limites que c'est et la porte ouverte à tous les... Et donc on s'est dit, il nous revient cette responsabilité de développer des applicatifs qui permettent de faire la banque sur mobile. Il faut rendre à César ce qui est à César, c'est M-Pesa, donc c'est au Kenya qu'est née la banque sur mobile, et Orange a été un des premiers derrière M-Pesa à embrayer, et c'est cette formidable adhésion. Ça, c'était il y a une dizaine d'années. Mais ce qui est important derrière, c'est que quand même, pour faire ça, parce qu'évidemment, il y a une précision importante. Quand on projette mobile en France, on pense smartphone, on pense accès à Internet. Quand je vous parle d'1 milliard de cartes SIM, je ne parle pas d'1 milliard de personnes qui ont accès à Internet, parce que le coût de l'Internet, et on y reviendra, est un frein considérable au développement. Donc, on a développé, nous, opérateurs, je suis désolé d'être un peu technique, mais c'est un protocole particulier pour l'Afrique, dédié à l'Afrique. C'est le cas quand il y a d'innovation, il y a une approche spécifique à l'Afrique, qui permet grosso modo, si je résume brutalement et outrageusement, je simplifie, de développer la technologie du SMS
qu'on a transféré à l'Afrique pour pouvoir, j'allais dire, faire une activité bancaire de base. C'est-à-dire, en gros, je dépose et je retire mon argent dans un certain nombre de points et je fais des transferts. Et c'est la technologie du SMS, donc qui ne nécessite pas le passage ou l'accès à l'Internet, qui nous a servi. Alors, vous voyez, je reviens un petit peu en arrière, mais c'est très important parce qu'on voit bien que l'innovation, elle est dans le fait d'avoir développé à partir des usages qui sont ceux de l'Afrique et pas d'une vision européenne de l'usage du mobile qui était déjà totalement centré sur l'accès à l'Internet et au smartphone. C'est bien d'avoir revisité à partir d'une réalité africaine ces usages. Et derrière, ce sont ces centaines de millions de personnes. Et on a un taux de bancarisation aujourd'hui d'accès à la banque qui est de 85%. Donc en 10 ans, vous passez sur le continent, en gros, selon les pays, de 5 à 15% d'accès à la banque à 85% de personnes qui ont une relation financière possible à travers le mobile. On change complètement la physionomie, j'allais dire, des éléments. Cette innovation, juste pour expliquer en 2 mots, elle permet sur un téléphone simple, comme quand vous aviez des Nokia 3310 Exactement. À l'époque, de faire grâce à un code, dièse, voilà, 551 voilà. Et d'avoir la capacité. Et qu'évidemment, ils sont tout à fait, j'allais dire, gérables par les opérateurs. Et il permet, via un réseau de distributeurs, et c'est une autre spécificité, c'est là qu'on voit bien l'alliance quand même. Orange a plusieurs centaines de milliers de distributeurs qui vendent à la fois des cartes, des recharges des mobiles de téléphone, parce qu'on est sur un système prépayé, pas d'abonnement massivement en Afrique, et en même temps, elle a un réseau qui j'allais dire, notamment de commerçants, de kiosques, qui permet évidemment de déposer son argent et de le retirer. Et donc, il y a un réseau capillaire, avec un suivi évidemment, qui est un autre actif extrêmement important des opérateurs. Mais tout ça s'est construit en quelques années, tout ça fait évidemment en termes d'emploi des impacts extrêmement importants. Et a permis de développer. Et ce qu'il y a d'important, c'est qu'évidemment, vous allez me dire, ouais, enfin, c'est gentil de déposer de l'argent et retirer de l'argent sur son compte ou transférer de l'argent. Il y a la question du crédit et de l'épargne qui se pose, voire de l'assurance. Et quand je vous disais que l'Afrique démarre avec retard, mais du coup, grâce au numérique, peut rattraper son retard, il faut que ça, quelques années après, on a été interpellé pour développer du crédit. Alors, non pas au sens qu'on lui donne ici, du microcrédit, du picocrédit, mais c'est ça l'enjeu de l'Afrique, évidemment. Et des produits d'épargne simple, des produits d'épargne santé, par exemple, extrêmement simples, qui permettent de faire face aux pépins ou aux frais exceptionnels de santé. Et donc, on a démarré sur le microcrédit. Si j'en parle évidemment ici, c'est que je prends l'exemple de Madagascar, sous votre contrôle, hein, vous me corrigerez tout à l'heure dans l'échange. C'était typique. La Fondation Aga Khan, qui avait un gros savoir-faire en termes de microcrédit sur l'Afrique. De mémoire, en 10 ans, vous aviez quelques dizaines de milliers en dépit de tous vos efforts sur Madagascar. Et aujourd'hui, je vous laisse donner le chiffre. On a combien de clients qui utilisent le microcrédit Plus de 3 millions de clients. Voilà. On est passé de... En un an, on est passé de quelques dizaines de milliers d'utilisateurs, j'allais dire, de microcrédit, qui était encore une forme importante, parce que le microcrédit, c'est la capacité, vous savez, d'un collectif constitué de pouvoir accéder, investir un tout petit peu dans un outil. Et là, on passe à 1 million en moins d'un an, en un an de partenariat. Donc on voit bien que l'alliance du mobile, pour résumer, des usages de la population, dès lors qu'on rentre dans des modèles qui sont ceux de l'Afrique, permet des... Et ce constat, on démarre par ça, ce n'est pas le hasard, qui s'est passé sur le mobile, il y a encore une fois 1 milliard de... Voilà. L'idée de base, c'était de dire, mais est-ce qu'on ne doit pas, notre responsabilité aux acteurs économiques, ce n'est pas de le projeter sur d'autres enjeux de développement que l'accès, j'allais dire, à la communication et l'accès aux services bancaires. Et c'est là qu'assez naturellement on parle d'énergie, assez naturellement on parle d'éducation, assez naturellement on parle d'application pour les agriculteurs. Je suis désolé, un peu décousu, mais... Moi, j'aurais bien juste prolonger un petit moment sur la partie, c'est toi qui mène. Partie banking, parce qu'en fait, aujourd'hui, l'Afrique, en termes d'innovation sur ce sujet, est en avance sur le reste du monde, au point que d'ailleurs chez Orange, vous avez lancé Orange Bank en Europe, en France en particulier, à partir de ce qui avait été fait. Alors évidemment, développé différemment parce que sur smartphone et puis pour des usagers européens, mais l'innovation est venue de l'Afrique. Il y a deux idées derrière. Il y a l'idée de dire il y a la place du mobile dans la vie des gens, dans l'usage. Là, on peut se projeter ou pas. Mais c'est vrai qu'il y a une intuition très forte que pour les services courants de la vie quotidienne, le mobile va devenir cet outil assez irremplaçable en multipliant les services. Et que donc un service traditionnel comme la banque, et là je me projette tout d'un coup, tu m'y invites sur l'Europe, tel qu'on le concevait évidemment, il y a longtemps qu'on a basculé sur l'Internet dans pas mal des usages. Mais c'est vrai qu'on s'est dit, plutôt que de digitaliser un métier de banque traditionnel, s'il doit y avoir un apport, parce que tout ça est très bien fait par les banques aujourd'hui, on n'a pas... Voilà. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut concevoir, à partir d'un mobile, cette relation sur un certain nombre de services bancaires ?
Et un exemple tout bête, par exemple, a consisté à dire je perds ma carte de crédit. Aujourd'hui, vous êtes obligé d'aller signaler, après quelques recherches un peu anxieuses, d'aller signaler à la banque, et donc changement de banque avec tous les éléments. C'est un applicatif très simple qui permet aujourd'hui, quand vous avez un compte sur mobile évidemment, de bloquer l'usage de votre carte mobile sans en aviser votre banque et puis de le réouvrir ensuite. Ces exemples-là, parce qu'on voit bien que l'idée de base, c'était de dire oui, c'est vrai qu'on est confiant sur la place du mobile dans la relation bancaire, oui, c'est vrai qu'on a quand même des atouts irremplaçables. Bien sûr, le modèle économique qu'on va développer, parce que le taux de bancarisation, et c'est d'ailleurs un des grands défis qu'on a en Afrique du Nord, hein. Je suis là pour parler de ce qui se passe bien, mais je dois aussi à la qualité de l'auditoire de dire ce qui se passe moins bien. On attendait 3-4 fois de lancer la banque sur mobile en Afrique du Nord, on s'est planté. Pourquoi? Parce qu'en Afrique du Nord, vous avez 75% des personnes qui sont bancarisées. Le problème de l'Afrique du Nord, ce n'est pas l'existence d'un compte bancaire, c'est la cash économie. C'est-à-dire, en gros, l'argent arrive sur le compte, je retire tout et ensuite je paye tout en cash. Et donc c'est un autre modèle sur lequel on travaille, je vous rassure, c'est pour ça que je vous en parle, qui vise évidemment dans les pays d'Afrique du Nord à viser non pas le dépôt, le retrait d'argent comme enjeu central d'une banque sur mobile, mais c'est bien de réduire le cash, donc c'est le paiement par le mobile pour réduire les masses de cash en circulation et tous les enjeux. Je vous dis ça parce que chaque modèle, c'est quand même un principe important, chaque modèle évidemment doit définir par rapport au numérique la nature de besoin. Et je le dis parce que dans ce qui m'a frappé dans les échanges qu'on a eus tous les deux, c'est quand même ton obsession. Tu considères à juste titre, et je l'ai découvert depuis nos échanges, qu'il y a un immense gâchis dans la transformation numérique, dans le fait qu'on copie des modèles, on se laisse imposer des modèles avec des acteurs pour s'apercevoir après qu'on engloutit des sommes folles dans des logiques de digitalisation dont on n'avait pas vérifié un petit peu la pertinence. Le message du bouquin, à travers ce que j'ai vu en Afrique, hein, c'est de dire très clairement, il faut repenser évidemment à partir des réalités les enjeux d'adaptation, de digitalisation de la politique de développement dont on parle, et à partir de là, j'allais dire, la déployer. Donc alors, la finance qui est un peu le point de départ en fait de ce modèle de développement africain par le numérique, elle a permis l'inclusion des femmes, elle permet passage d'une économie informelle à une économie formelle. Je lis un petit peu, mais j'ai listé. Voilà. Il y a beaucoup de choses. C'est énorme. Mais toi, tu le prolonges dans d'autres, sur d'autres secteurs. C'est la base du bouquin, c'est dire ce qui s'est passé là, est-ce que c'est transformable. Au passage, il faut bien mesurer ce que dans une Afrique avec le secteur informel tel qu'il est. Je reviens sur l'exemple, parce que je parle par exemple de la situation des femmes en Afrique. Et j'ai essayé dans le livre, et j'en ai fait dans le Figaro, m'avait demandé un article dédié, c'est-à-dire que je retirais de toutes ces expériences et je remettais en visibilité l'impact sur la place des femmes dans l'économie africaine. Tout le monde sait, je ne vais pas le dire ici, le rôle tout à fait particulier qu'elles jouent dans l'économie, etc. Mais c'est vrai que la microfinance, par exemple, le fait d'avoir accès à un financement, quand on connaît un petit peu les éléments, dans les communautés de femmes, permet évidemment des déroulements d'expériences, de projets, leur réalisation d'un financement, avec un retour pour la communauté qui est absolument considérable, parce que c'est quand même cette logique-là, et permet des expériences, on va dire, entrepreneuriales en particulier, qui sont extraordinaires. On n'a pas le temps. C'est un élément important. L'autre enjeu, c'est la bonne administration. Il y a l'exemple que je donne dans le bouquin de la Guinée. En Guinée, ils avaient la vignette automobile qui était payée en cash. Voilà, on payait ça en cash la vignette automobile, puis ça remontait par différents circuits. Puis il y a une partie, on va dire, pas complètement négligeable, mais quand même qui arrivait effectivement dans les caisses du Trésor public. Ils ont décidé de rendre obligatoire le paiement de la vignette par le mobile, par paiement sur mobile, compte tenu du taux de population qu'il a, voilà. Et de ceux qui ont accès à la vignette automobile, donc qui ont une voiture, ça, pour le coup, ils sont tous équipés d'un mobile. Touché au taux de l'impôt, ils ont multiplié par 4 le revenu. Donc l'utilisation du numérique en bonne gouvernance, en bonne administration, c'est un élément central. Madagascar, je me rappelle un exemple qui m'a frappé. C'est le responsable d'une mine qui me disait « Vous avez sauvé l'exploitation de ma mine ». Je disais, plus exagéré quand même. Attendez, c'est très clairement. La paye des mineurs, c'était une mine du sud de Madagascar. La paye des mineurs, le transfert depuis la capitale de l'argent nécessaire dans un système non bancarisé à la paye des mineurs dans le sud, avec le niveau d'insécurité que connaît la Grandine, était tout simplement, menaçait tout simplement. J'étais incapable de payer régulièrement mes mineurs et à un moment donné, ça ne fonctionnait plus. Grâce au mobile, évidemment, j'ai contourné ces difficultés. Je ne vais pas multiplier les exemples parce que le temps nous est compté, mais c'est pour vous dire à quel point, quand on parle d'inclusion bancaire, d'impact sur l'économie et les taux de développement qui en découlent dans l'activité traditionnelle, hein, c'est un des grands messages du livre. Hein, c'est-à-dire, sortons le mobile, parce qu'encore une fois, voilà, sortons le mobile du compartiment dans lequel, le digital, pardon, du compartiment dans lequel on veut le mettre,
bien sûr les startups, bien sûr tout ça, pour se dire en quoi le numérique peut transformer. Et la différence avec l'Europe, je le dis, c'est qu'il n'y a pas de legacy, c'est-à-dire en gros, quand on a défini une politique, on va très vite dans le déploiement parce qu'on touche moins d'intérêts établis dans l'organisation. Vous imaginez l'énergie, par exemple. Il n'y a pas de transformation. Il n'y a pas de transformation. Là, on va donner d'autres exemples dans la suite. Donc ça, c'est très, très important pour expliquer la vitesse de déploiement. Les banques avaient renoncé comment dirais-je, rappelez-vous le temps qu'il a fallu pour développer d'autres acteurs dans le monde de la finance que les banques, pour autoriser un certain nombre de déploiements. Le frein, la régulation, enfin tous ces éléments-là. Tout le monde sait la bataille qu'il y a eu en France, y compris pour voir apparaître d'autres acteurs que des banques de plein exercice, un certain nombre de missions. Par définition, quand 85% de la population n'est pas bancarisée, les banques voilà, n'avaient pas d'opposition à faire valoir. Donc on va progresser dans le suivi du débat, mais c'est un point très important. C'est-à-dire qu'on part d'une situation plus éloignée, le besoin est immense, le taux de succès est au rendez-vous de l'apport à la vie quotidienne, à la vie économique que vous faites. Et à ce moment-là, vous avez une accélération considérable. Et c'est pour ça que je pense fondamentalement, on va parler des autres thèmes, que le numérique est une partie de la réponse avec, aux enjeux de développement, de croissance inclusive. Et quand je parle de croissance inclusive, je peux dire que vu de la population et de ces femmes des communautés qui, peuvent faire de la microfinance grâce à notre partenariat avec l'AGACAN à Madagascar, je peux vous dire que la vie des communautés, la vie des gens, et cette fameuse croissance inclusive qu'on cherche en Afrique, les fameux 6% de croissance de la Côte d'Ivoire, mais qui sont dans les routes, qui sont dans les infrastructures, etc., qui sont nécessaires, mais dont les gens ne voient pas le retour et qui créent dans la population cette frustration de taux de croissance qu'on ne voit pas dans cette croissance inclusive. Avec le numérique, c'est un des enjeux évidemment, on développe des services qui permettent de faire rapidement, et l'Afrique en a besoin, notamment l'Afrique démocratique, on a un grand besoin par rapport à la situation économique et des populations, permet de faire le lien avec le quotidien, la vie quotidienne et les enjeux de croissance inclusive. Je prends l'exemple, voilà, mais premier exemple, la capacité dans une vision traditionnelle de répondre à la demande énergétique du continent. Il faut arrêter de tricher. Il y a l'exemple de Kinshasa que je donne. Kinshasa, il y avait 12 turbines qui fournissaient Kinshasa en énergie dans les années 70 pour une population, pardonnez-moi, je suis un peu fatigué, je peux vous trouver les chiffres dans le bouquin, mais je crois que c'était 2,5 millions, 3 millions d'habitants. Aujourd'hui, l'ensemble de la zone fait 8-9 millions d'habitants et il n'y a pas 12, mais il y a 4 turbines qui fonctionnent. Donc résultat, on voit apparaître les générateurs électriques au diesel, pas besoin de faire les conséquences en termes de bruit, de voisinage, de coûts, etc. Pour ceux qui ont accès à ça, tous ne peuvent pas se payer un générateur électrique. Des producteurs d'énergie traditionnels qui sont tous sous l'eau parce qu'évidemment, les logiques de facturation, de recouvrement, d'abonnement, de fraude sont massives. Je parle bien évidemment des services aux populations. Et donc, on a des équations impossibles, vous le savez, en dépit de financements considérables qui ne permettent pas de répondre. Il y a quelques années, il n'y avait pas de réponse technologique. Aujourd'hui, on a des éléments de réponse technologique qui consistent en particulier, et puis vous avez toute la population rurale qui n'avait aucune chance de voir arriver l'énergie un jour, compte tenu des enjeux de développement des circuits de distribution. Ça, c'est le diagnostic, je pense qu'il est difficilement contestable. Vous avez eu Borloo qui avait essayé de mobiliser massivement, mais dans une approche de la fourniture d'énergie traditionnelle. Aujourd'hui, les évolutions font que énergie répartie, kit solaire, capacité d'agir à distance, on a la possibilité de proposer des solutions d'énergie pour la vie quotidienne. Je ne suis pas en train de vous dire qu'avec un kit solaire, vous allez faire tourner une centrale, enfin une usine traditionnelle d'automobile. Mais je dis, on a pour la vie quotidienne la capacité, pour 100 à 150 $, d'apporter un kit aux populations qui a été testé. Là encore, il y a des dizaines de milliers d'utilisateurs rien que pour Orange de ces kits solaires qui font que vous arrivez en zone rurale, vous offrez 4 kits, vous avez la batterie, le panneau, l'accès à une radio, l'accès à une télévision si vous mettez un peu plus d'argent, l'accès au froid pour les alimentations, c'est-à-dire pour 100, c'est le kit de base, 150 c'est le kit moyen, et si vous voulez une télévision selon la taille de l'écran, vous allez aller à 200 $. 200 $, ça veut dire que vous changez la vie d'un village, et là je parle d'un exemple, je suis un peu impressionné par votre présence, donc je parle beaucoup de Madagascar ce soir, mais c'est vrai pour d'autres pays. Avec l'ancien président de la République de Madagascar, on a amené 5 kits. Donc on parle, il devait être à 150 $, on parle de quelque chose de quelques centaines de dollars. Avec 5 kits, vous changez la vie d'un village. Je tire le raisonnement. Pourquoi? Vous mettez un kit dans l'école. Sujet suivant sans doute. Du coup, l'école peut continuer un peu après le coucher du soleil. Vous mettez un kit chez le chef du village. Du coup, j'allais dire, la vie collective, la vie communautaire devient plus riche. On peut voir le match de l'équipe nationale quand il se déroule et être associé à ça. Vous mettez un poste de radio. Et je revois les yeux de l'ancien président, alors ça n'a pas suffi pour qu'il gagne les élections, mais ça c'est un sujet sur lequel je ne suis pas compétent, mais qui découvrait que la radio arrivait, parce qu'on n'a pas de quoi se payer une pile, il ne faut pas tricher à Madagascar, hein. Une pile pour une radio, on ne les renouvelle pas, etc. Il voyait en direct
l'impact de la radio arrivant durablement dans un foyer là où on inaugure le kit. Puis il y avait 2-3, la communauté, le chef du village avait choisi 2-3 couples jeunes qui avaient des enfants. Voilà. Je vous dis ça parce que quand j'étais voir les bailleurs de fonds, pour leur dire, mais bon sang, vous êtes encore sur des schémas de barrage, il en faut sans doute, qui vont sortir dans 10 ans, qui représentent des financements considérables, etc., avec tous les enjeux. Vous mobilisez quelques milliers d'euros, vous changez la vie de dizaines de milliers. Vous mobilisez quelques centaines de milliers d'euros, là, eux raisonnent en centaines de millions et en milliards pour pouvoir faire des grosses infrastructures. Je dis, vous mobilisez quelques dizaines de millions d'euros, allez, soyez ambitieux, vous fournissez des centaines de millions de kits à l'Afrique et vous changez effectivement la vie des zones rurales. Vous connaissez tous le jeune, la zone rurale, on n'a pas la foot, etc. On va vers la ville, on s'entasse dans les zones rurales. C'est ça. Donc tout ce cycle, et puis je parle de l'école, j'ai parlé de tout ça. Donc l'énergie pour moi est un autre grand défi en disant en gros, différencions l'énergie des particuliers sur lesquels il faut aller résolument vers les solutions d'énergie. Je ne suis pas un ingénieur, vous l'avez compris, vous avez senti la façon dont j'en parle. Je veux dire, ça c'est des évidences, etc. Le sujet c'est qu'évidemment pour lancer le process, il y a un modèle économique derrière ce kit, je vous le dis tout de suite, c'est que l'argent que dépensait la population pour aller faire recharger chez un Libanais un peu plus loin la batterie du téléphone représentait un coût, et puis avoir un peu de charbon de bois pour faire dès lors que vous amenez évidemment l'énergie, vous changez complètement la donne. Donc vous avez un modèle économique viable, je le dis au passage, qui permet d'éluder un certain nombre de coûts qui sont liés à l'absence de production d'énergie aujourd'hui pour pouvoir faire face au coût du kit, etc. Le payer par téléphone, bien sûr, signaler à votre opérateur. Parce qu'évidemment, j'aurais dû le dire aussi par un d'échange, vous avez la prise de recharge du téléphone qui était fournie avec le kit, ça va de soi. Et le téléphone, encore une fois, qui est un bien important par ailleurs. Et les gens dépensent plus aujourd'hui pour recharger leur téléphone qu'en communication téléphonique. C'est ça le modèle dans beaucoup de pays d'Afrique. Donc vous voyez, vous changez complètement la capacité à communiquer, à vous projeter, à avoir accès à des services à travers le mobile quand vous entrez dans ce système d'énergie. Quand j'étais voir les veilleurs de fonds, avec, vous sentez la fougue qui est la mienne, mais quand j'avais la chance de les avoir, j'étais... Mais ça marche, regardez, on le fait, les opérateurs le font. C'est pas 100 clients qu'on a, c'est des milliers de clients qu'on a désormais sur ces modèles-là. Simplement, pour passer aux centaines de millions de clients, il y a un moment donné, il y a un effet d'échelle, il faut que les bailleurs de fonds mobilisent un peu de ces financements pour assurer les éléments. Bruno, tu as raison. Mais mon comité des engagements, c'est financer un barrage situé à tel endroit, etc. Ça, il connaît, il en a l'habitude. Financer des kits répartis chez des milliers de populations, c'est un tel changement du mainstream qu'il voilà. Et ça, c'est une de mes... Et je vais vous dire, AFD compris. Alors voilà, comme c'était chez nous, j'ai un peu plus gueulé, j'ai un peu plus accès à un niveau politique qui permet de challenger les positions. Mais je prends cet exemple de l'énergie parce qu'il ne s'agit pas de dire qu'il ne faut pas produire d'énergie lourde. On a besoin pour l'industrie, on a besoin de tout ça. Mais on peut très bien imaginer des schémas dans lesquels on fonce pour donner accès à la population à un service d'énergie de là où on est complètement privé. Dans les zones urbaines, pour tout vous dire, on n'avait pas prévu, nous, de mettre ces kits en zone urbaine. Sauf qu'à Kinshasa, la situation que je décrivais est tellement dégradée qu'ils se sont arrachés les kits en zone urbaine. Donc voilà, il y a un enjeu des marchés considérable pour les particuliers à travers cette énergie répartie qui encore une fois, repose sur des technologies qui n'existaient pas il y a 5 ans. Donc, on n'a pas non plus été aveugle pendant 20 ans, il ne faut pas exagérer. Mais maintenant, ces kits extrêmement solides, extrêmement rugueux existent, ils sont disponibles pour les prix que je vous indique. Et à un moment donné, on se dit qu'est-ce qu'on attend pour accélérer. Et l'énergie, pour moi, c'est clé parce que c'est vrai que, on va parler des autres éléments, mais si vous n'avez pas l'accès à l'énergie, c'est toute une dynamique qui ne peut pas se mettre en œuvre. C'est ça. Alors, effectivement, on peut parler en particulier de ce qui viendrait presque naturellement à l'esprit, c'est tout ce qui est santé et éducation, qui est très difficile à améliorer et qui aujourd'hui, là encore, bénéficie du levier numérique et que ce soit sur l'éducation, que ce soit sur la formation des élèves, mais sur la formation des enseignants, tu en as parlé un tout petit peu tout à l'heure, mais sur l'administration également de l'ensemble, le pilotage en fait, la récupération de données et d'informations sur le niveau d'éducation, l'inclusion des femmes encore évidemment via l'éducation. Tu l'as évoqué aussi un petit peu, le fait qu'on puisse garder les étudiants en Afrique plutôt que de les voir tous partir en Europe ou aux États-Unis et puis finalement y rester. Donc les enjeux sont énormes et le numérique n'est pas la solution miracle, mais c'est comme dans tout ce que tu as raconté avant, le levier pour empêcher pour plutôt atteindre ces objectifs-là.
Voilà, pour être très concret, donc l'éducation, Voilà. évidemment, déficit massif en infrastructure physique, toujours le même raisonnement, hein, si vous le permettez, c'est en gros les classes, les universités, leur capacité à accueillir cette croissance démographique. Voilà. Il y a quand même en termes de démographique, on a souvent une approche théorique, on dit que l'Afrique va passer de X milliards, de 1 milliard et quelques, à 2 milliards à tel délai 2020. Ça veut dire qu'en 10 ans, l'Afrique va devoir accueillir en supplément de population la totalité du continent européen. Si je ramène à des choses concrètes, c'est pour vous dire pourquoi j'ai à la fois cette inquiétude et cette angoisse. Parce que c'est un défi. Voilà. L'Afrique va devoir en 10 ans accueillir la totalité de la population du continent européen. Et prétendre que cette équation peut produire autre chose que des drames considérables si on ne change pas le mindset et la façon d'aborder les enjeux posés de développement posés par ces politiques, voilà, il y a une espèce d'aveuglement. Donc je suis rentré par le nombre de classes tout à l'heure. C'est une autre façon pour moi d'illustrer l'ampleur du défi que représente la démographie de l'Afrique. Et donc, une fois qu'on s'est dit ça et qu'une fois, l'éducation, pour moi, c'était évidemment en premier, donc il y a 3-4 grands cas d'application. Il y a évidemment la scolarisation des enfants. Bon, on ne va pas insister, mais c'est clair que vous avez, et encore une fois, je donne le prix précis dans le livre, 2 valises étanches à la poussière, c'est important, qui permettent, sans accès à l'Internet, de fonctionner, d'avoir accès au contenu éducatif d'une très grande qualité, dans des logiques interactives qui montrent que les enfants ont une capacité d'acquisition, d'adaptation, sont dans les logiques un peu dynamiques incroyables pour acquérir les compétences. C'est évidemment un support en termes d'accès au contenu, qui n'a rien à voir avec ceux que peuvent offrir dans beaucoup de pays l'accès à l'éducation traditionnelle. Vous avez des acteurs, et pour permettre de faire un peu de pub pour Orange de temps en temps, comme la Fondation Orange, qui ont financé la traduction en français des bibliothèques numériques qui existaient sur l'accès au contenu, etc., plutôt du niveau anglo-saxon. Donc on réunit un petit peu toutes ces séries de conditions sur l'enseignement primaire dans des logiques interactives qui fonctionnent de manière formidable. Et encore une fois, on transforme le rôle de l'enseignant, qui est évidemment un animateur de ces classes ainsi équipées. On fait fonctionner des collectifs dans l'apprentissage qui sont évidemment, dont il n'est plus besoin de démontrer les enjeux et les savoir-faire. On a l'accès au contenu, on a évidemment, dans un certain nombre de cas, des tableaux animés qui permettent de relayer, etc. Quand vous faites ça, vous changez complètement l'accès à l'éducation. Vous avez évidemment une solution d'énergie, c'est important pour moi de le rappeler, qui permet de s'arrêter parce que les taux quand il n'y a plus d'énergie, évidemment, la classe s'arrête et ça limite considérablement la portée, etc. Là, je ne vous parle pas d'un truc théorique, je vous parle de 500 classes pour Orange, des milliers de classes en Afrique qu'on anime grâce aux logiques du numérique. C'est le premier. Le deuxième enjeu, c'est celui de la formation des enseignants, évidemment, qui accompagne tout ça. Donc c'est vrai que vous avez des méthodes interactives de formation. Je quitte, parce que le temps nous est compté, on va dire, ce premier niveau d'enseignement. Il y a un deuxième niveau qui me tient à cœur, qui est à quelles conditions l'Afrique peut réussir cette transformation numérique. C'est qu'il faut d'urgence former la jeunesse africaine aux compétences du numérique. Un des grands débats non dits, c'est qu'il y a 2 évasions. Soit, et c'est Ouattara qui l'a dit à juste titre, soit, je le reprends dans le bouquin, soit on forme au numérique les compétences dont l'Afrique a besoin, et alors on développera une partie des applicatifs, des savoir-faire nécessaires, je pense en particulier aux codeurs, mais pas seulement. Soit on considère que, de nouveau, comme dans les précédentes révolutions industrielles, l'Afrique n'a pas les compétences numériques nécessaires pour développer ses applicatifs, etc. Et c'est en Europe, en Asie ou en Amérique qu'on développe la clé en main. Les applicatifs arriveront en Afrique, fabriqués ailleurs, et la valeur ajoutée ne sera pas sur le continent africain, nonobstant. Pourquoi je vous dis ça? Parce que quand on parle d'éducation, une des grandes batailles à laquelle j'ai pu contribuer, c'est évidemment de faire de cette formation des millions de codeurs dont l'Afrique a besoin, parce que c'est quand même ce dont on parle, pour permettre à des acteurs du numérique, de permettre évidemment la formation par le numérique au numérique pour former ces millions d'emplois. Sans ça, les emplois liés au développement du numérique, à toutes ces transformations que je décris depuis le début de notre échange, mais encore une fois, la part revenant à l'Afrique en termes de valeur ajoutée va être considérablement diminuée. Donc c'est pour ça que vous voyez poindre un certain nombre d'écoles de code, ça c'est une bonne nouvelle, de formation à distance. Et encore, on a avec Simplon, on a des tas d'acteurs, hein. Je ne suis pas là pour faire de la pub, Open Classroom, c'est un des grands partenaires avec lesquels on travaille, qui permettent de monter en puissance, qui permettent à Orange, j'allais dire, moyennant évidemment l'accès à un certain nombre d'équipements, de former par l'intermédiaire du numérique en particulier des dizaines de milliers d'acteurs, mais on démarre. Et puis, moi je tiens à dire, il y a les codeurs et puis il y a le haut des métiers du numérique. Et donc, c'est une expérience que j'aime bien raconter, il était hors de question que les data scientists, on soit condamnés à les former en dehors du continent africain. Parce que si on arrive à faire la démonstration qu'on sait former des codeurs aux data scientists, à ce moment-là, toute la chaîne de formation nécessaire à l'économie du numérique est présente sur le continent. Et je vous signale qu'en partenariat entre Polytechnique France, l'ENSAE et l'Institut Polytechnique Houphouët-Boigny, en Côte d'Ivoire, on a ouvert il y a 3 ans, financé par Orange, la première promotion de data scientist. On a récupéré les meilleurs matheux, pour faire court,
africains qui avaient bac plus 3, bac plus 4. Il y a des écoles de mathématiques dans les pays d'Afrique, voilà, on les a appris, on leur a donné le complément de formation et on a sorti les premières promotions, ça doit être à la 2e ou à la 3e promotion de data scientist. Tout ça pour vous dire qu'il n'y a pas de fatalité en la matière. C'est maintenant que ça se joue, c'est pour ça que le bouquin est là, mais il n'y a pas de fatalité. Et face à ça, il y a un chiffre terrible. Hein. D'après les critères du BIT, 63% des jeunes Africains n'ont pas les qualificatifs professionnels de base pour aller vers un métier qualifié. Donc, vous voyez, et on voit bien que si on pense pouvoir les former, et ce que je dis s'applique à peu près dans les mêmes conditions aux universités, si on pense prétendre former les cadres, l'encadrement dont l'Afrique a besoin, l'encadrement supérieur, autrement qu'effectivement en permettant à quelques happy few, mais ils sont très peu nombreux rapportés à la population, qui peuvent se payer des études aux États-Unis, au Canada et de moins en moins en France, hélas. Si on veut permettre ces formations-là sur le territoire, ben c'est vrai. Et en même temps, l'Université numérique de Dakar existe. On commence évidemment à avoir des milliers d'étudiants à Dakar qui ont massivement accès grâce au numérique. Il y a des systèmes de formation universitaire au supérieur qui sont différents. Le 3e année a une implication particulière dans la formation des premières années, bien supérieure à ce qu'on observe dans les universités à nous. C'est un autre modèle qui doit se mettre en place. Mais voilà, le plaidoyer de dire tout ça existe. Le problème, évidemment, c'est de passer des expérimentations, c'est voilà, de passer, j'allais dire, à la phase de généralisation de ces éléments-là. Mais l'éducation est évidemment un défi extrêmement important parce que ce sera sans doute par ce biais-là que, j'allais dire, la douche froide pour ceux qui se contentent de voir la démographie comme un atout de développement risque de rattraper le développement africain. Alors, ce que tu dis, ça m'amène à une question aussi sur l'écosystème numérique africain, quand même, qu'on n'a pas encore évoqué, mais on sait que l'Europe, par exemple, a une faiblesse vis-à-vis des États-Unis et vis-à-vis de la Chine aujourd'hui, où se développe le numérique. Est-ce qu'en Afrique, alors en Afrique, justement, par la formation peut-être des Africains au numérique, à tous ces métiers, on a un écosystème qui se met en place. Alors, tu as parlé de M-Pesa, il y a évidemment Orange Money, il y a Jumia, il y a Ushaidi, qui est un dispositif d'alerte en cas de danger qui s'est développé hors d'Afrique également. Est-ce qu'il y a un écosystème? Est-ce que c'est essentiel qu'il y ait un écosystème africain pour que le levier fonctionne? Alors, c'est vrai que le constat aujourd'hui, c'est que les grands acteurs du numérique en Afrique, ceux qui ont développé des produits dédiés à l'Afrique, je pense à Jumia en particulier, hein, c'est-à-dire en gros comment je développe un Amazon africain. Voilà. Un tout petit mot quand même en amont, ça m'y fait penser, c'est que pourquoi les grands GAFA, pour résumer, n'ont pas pu développer leur machine de guerre sur l'Afrique. C'est intéressant parce qu'on peut se dire, il y a plus d'1 milliard d'habitants, on sera bientôt vers 2 milliards, etc. Qu'est-ce qui fait que les GAFA? C'est que la structuration de l'Afrique, et notamment l'éclatement, l'émiettement des pays, et l'absence de cartes bancaires équipant massivement la population, ne permet pas, les droits de douane multiples, ne permet pas à Amazon, notamment, de développer sa machine de guerre, ne permet pas à Google de se financer dans les mêmes conditions. Donc on a quand même un temps, je le dis un petit peu un décalage de temps, pour permettre de développer des solutions africaines avant que les machines de guerre qu'ils vont développer, avec tout ce que ça peut impliquer en termes de, de formatage culturel, je me permets l'expression, de déséquilibre dans l'accès, etc., ne noient l'Afrique sous des modèles, on va dire, des modèles exploités. Ils sont actifs juste dans le tirage de câbles, fibres. Alors, ils ont décidé de surmonter un certain nombre des handicaps structurels, ce qui est très important quand même. Hein. Voilà, de la même façon que Facebook, on n'en revenait pas à Orange, a accepté de développer avec Orange un sous-produit de Facebook, si je puis dire, qui permettait évidemment sur une technologie SMS et sans accès à Internet, de fonctionner, d'avoir du Facebook, alors dégradé par rapport à la prestation, mais qui permettait quand même de retrouver, de poster, d'envoyer des messages, etc., de type Facebook. Je dis quoi, ils ne peuvent pas laisser ce marché-là de côté, ils sont prêts à nous accompagner à financer, mais ce qui est important pour moi, c'est que l'Afrique puisse entre-temps développer son propre modèle. Donc l'écosystème numérique en Afrique, il existe, à travers évidemment les applicatifs en particulier, toute une série de startups, d'innovations, etc. Donc il est relativement dynamique, pour ne pas dire assez dynamique, en tout cas dans toutes les grandes capitales d'Afrique de l'Ouest, vous avez des plateaux avec des jeunes startups qui démarrent, etc. S'agissant de la question des financements qui est important, vous avez quand même accès à des financements qui permettent d'initier le projet, de concevoir le projet. Enfin, on retrouve un schéma qu'on connaît bien ici. Le vrai sujet sur lequel nous on s'est polarisé, c'est que quand vous arrivez à une certaine taille, vous ne trouvez pas la capacité à mobiliser des financements pour passer à l'étape dite d'accélération dans la courbe des startups de Cambigan, et puis l'étape de financement d'éventuelles licornes. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose, nous, avec d'autres acteurs auxquels on a décidé de s'attaquer, parce qu'il y a suffisamment aujourd'hui de belles histoires africaines, de success stories africaines pour que le besoin s'en fasse ressentir. Et à titre d'exemple, Orange et Partech, parce que je parle beaucoup d'Orange, mais on ne fait pas seul tout ça, Partech se sont associés pour dégager un fonds de 50 millions d'euros qui s'intéresse cette fois-ci à des tickets qui sont 300 000, 400 000 euros, 1 million d'euros et plus
Alors évidemment, c'est toute la logique de la sélectivité, des choix. On est sur des projets dont on connaît bien les logiques. Il n'est pas question de dire voilà. Mais à l'inverse, ça permet de commencer à apporter. Voilà. Et mon petit souci à moi, c'est que sur ces projets un peu matures, on est beaucoup en Afrique de l'Est. C'est-à-dire on est beaucoup sur le Kenya, on est beaucoup sur l'Afrique du Sud. On est un peu sur le Nigeria, mais on n'est pas encore sur beaucoup de projets qui sont issus de Côte d'Ivoire, du Sénégal, enfin des pays sur lesquels on est très... Mais c'est un fait, ça va venir aussi. Donc l'écosystème existe, se structure, mais par contre, il a il a quelques belles histoires qui se construisent, mais je trouve qu'il n'y a pas encore de système initié, conduit, maturé par des Africains eux-mêmes. C'est souvent, évidemment, Jumia en est un bel exemple. Hein. Oui. C'est évidemment quelque chose d'intéressant. À mon avis, ça peut être une belle success story. Ça lève des fonds de manière extrêmement impressionnante. C'est dédié à l'Afrique, donc ça permet évidemment Jumia de... Ça y est, on retrouve ces logiques. Je produis hors des circuits de distribution traditionnels. Grâce à Jumia, je poste. Je commence à trouver des circuits de financement et de paiement via Jumia, etc. Voilà. Donc il y a quand même tout un circuit de distribution qui se met en place. Donc l'écosystème est en train d'émerger. Voilà. Il y a encore dans le financement à faire des efforts pour pouvoir accompagner la croissance. Alors, peut-être, parce qu'on passera aussi la parole un peu à la salle, mais deux questions pour terminer, dont une sur si l'écosystème lui-même est en démarrage. Il y a des pays africains qui ont fait quand même de grands sauts, et on pense au Rwanda en particulier. Il y a le Ghana aussi, si je me trompe pas, mais le Rwanda, dont on se souvient du drame, et qui en 20 ans est devenu un des pays les plus développés par le numérique. Est-ce que tu peux nous le raconter un petit peu et nous dire en quoi c'est exemplaire ? Le Rwanda, c'est exemplaire parce que pour le coup, vous avez une vision politique, disons-le très clairement, c'est Paul Kagame qui a initié, une vision politique, une cohérence des politiques publiques qui ne se perdent pas dans les inefficacités traditionnelles trop souvent observées en Afrique, il faut se le dire aussi, dans la mise en œuvre des politiques publiques. Donc vous avez quand même quelqu'un, voilà, et qui a parié dans le développement de son pays en disant en gros, ce dont les Africains, je suis un peu sévère et un peu schématique, et on n'est pas sur... mais ce dont ils ont besoin, c'est pas forcément de la démocratie dont on parle beaucoup en Europe, c'est de la modernité. Et moi, je veux donner à ma jeunesse l'accès à la modernité. Donc du coup, il a fait des priorités de financement avec l'accès évidemment à l'Internet dans des bonnes conditions pour les jeunes. Il a développé massivement l'usage d'Internet. Et il y a un exemple que j'aime bien parce qu'il reboucle toujours sur ce que j'essaye de faire partager ce soir. En matière de santé, par exemple, il s'aperçoit qu'une des grandes difficultés de la santé, c'était les communications, par exemple, en matière de capacité à amener un lot de sang nécessaire à transfusion d'un hôpital au lieu de conservation du sang, c'est la capacité, etc. Et donc, il a décidé d'utiliser la technologie des drones pour pouvoir transporter les poches de sang nécessaires à Kigali, etc. Bon. Quand vous voyez les conditions dans lesquelles il faudrait se projeter aujourd'hui, en France, pour imaginer les conditions dans lesquelles un hôpital pourrait faire voler un drone transportant une poche de sang du centre de transfusion sanguine de la population, on voit bien que là encore, l'absence de legacy, c'est un bon résumé, hein, l'audace. En matière d'agriculture, je suis obligé d'en dire un mot parce que, évidemment, l'un des grands défis de cette démographie, c'est la capacité à nourrir sa population. L'impact de quelques applicatifs simples sur le rendement de l'agriculture, qui est un des grands défis de l'Afrique, encore une fois. Deux, trois illustrations. Donc, nous, au Mali, au Niger, on a financé des applicatifs qui sont dans les langues vernaculaires. C'est important parce qu'évidemment, l'agriculteur, vous ne le touchez pas avec un truc écrit en français. Bon. Donc, il a accès à un plateau avec un ingénieur agronome qui parle les langues, etc. Bon. Il y a quelques conseils simples. Tout simplement, l'information donnée à l'agriculteur sur les prix pratiqués de la denrée qu'il produit sur les marchés de proximité. Fait que l'effet, passez-moi l'expression du grossiste, pour dire du maquignon qui passait et qui raclait toute la récolte à un prix et qui captait l'essentiel de la marge, tout de suite, pour un simple applicatif, encore une fois, il a accès à cette information orale, le plus souvent, parfois écrite, sur le prix pratiqué de ce qu'il a produit sur les principales places de marché. C'est rien en termes de numérique et d'accès. Mais ça change complètement la relation de base sur les éléments. Après, vous faites de plus en plus sophistiqué, et c'est les fameux drones qui, au Rwanda ou ailleurs, c'est ça qui me fait penser, survolent évidemment les plantations, identifient les enjeux, permettent de concentrer l'engrais, d'avoir une agriculture beaucoup plus propre, là où on détecte des difficultés ou des enjeux, permettent de piloter l'irrigation des sols, c'est des grands projets qu'on a soutenus à distance, d'avoir des alertes vu la rareté de l'eau, quand le taux d'irrigation, permet d'informer les éleveurs sur la concentration des cheptels par rapport à l'eau disponible pour qu'on n'aille pas là où il y a déjà beaucoup de troupeaux. Tout ça, et je ne vous parle pas des trucs plus sophistiqués, qui sont les partenariats avec la météorologie, pour permettre d'identifier à travers l'affaiblissement des signaux électriques sur les stations de communication,
pour projeter l'intensité des tempêtes, des tornades et des mots qui vont arriver, etc. Ça, volontairement, vous voyez, comme j'ai peu de temps, je parle du plus simple, l'accès à l'information de base qui régule les vibrations, jusqu'au plus sophistiqué, la capacité à prévenir les crises naturelles ou leurs conséquences, etc., et à les anticiper. Donc on voit bien que sur l'agriculture, c'est entre 14 et 22% que quelques applicatifs de base permettent d'augmenter le revenu des agriculteurs. Et là, vous changez complètement la donne. Alors après, évidemment, on peut parler d'orientation des productions, de structuration de filières agricoles, etc. etc. Voilà. Et encore une fois, il faut aussi... Mais j'aime bien partir de cet exemple parce qu'il relie la situation de l'agriculteur, pas du grossiste qui produit des centaines d'hectares et qui utilise le numérique d'arachide, etc. Le paiement des subventions aux engrais nécessaires à la collecte via le téléphone mobile, on retrouve le début du propos, change la vie des coopératives, j'allais dire, de producteurs en Côte d'Ivoire. La capacité, évidemment, de la coopérative à payer. Voilà. C'est tous ces éléments-là qui étaient des difficultés du quotidien infini, qui faisaient des pertes d'efficacité, qui se trouvent... encore une fois, ce n'est pas la réponse à tout. On a besoin d'agriculteurs, on a besoin d'industriels pour structurer les filières de production, on a besoin, etc. Mais le mobile entrant dans la vie des gens de manière accessible. Et je le dis maintenant, tant pis, parce que je me voudrais tellement d'oublier, c'est qu'est-ce qui me rend optimiste dès lors qu'encore une fois, cette prise de conscience, qui est encore très insuffisante, aurait lieu. C'est ce qui se passe en matière d'intelligence artificielle. Un des grands barrages à l'accès à tous ces services dont je vous parlais, c'est le problème de la langue, c'est le problème de l'écrit qui faisait que l'Internet était de fait inaccessible à une grande part de la population. Pour avoir accès à quelques services bancaires grâce aux technologies que je vous ai décrites tout à l'heure, mais j'allais dire, les agriculteurs, etc., massivement ne peuvent pas avoir accès à l'Internet. C'est en train de... Pourquoi ils n'avaient pas accès, encore une fois? Parce que prix du mobile, à 100 $ les premiers mobiles permettant l'accès à Internet, voilà, vous êtes très loin de ce qu'ils peuvent supporter financièrement, même à 70 $. La langue et l'écrit. L'intelligence artificielle permet aujourd'hui de développer des services que je résume. Vous pouvez évidemment traduire extrêmement sur des langages simples du quotidien en langue vernaculaire un certain nombre de messages ou d'informations, de la même façon dans les deux sens. Hein. Ça, c'est un premier élément important. Le deuxième élément important, c'est que l'Internet, on ne le dit pas assez, et encore une fois, est en train de vivre une nouvelle révolution. On a tous démarré par la page fixe de l'écran qui nous apportait l'information, puis après, on a fait ce qu'on appelle le transactionnel, c'est-à-dire on a échangé, etc. Puis aujourd'hui, on échange même avec la machine qui réagit, qui répond. Mais au passage, on est en train de vivre la troisième révolution de l'Internet, qui est celle de l'oral. On va passer, j'allais dire, du transactionnel au conversationnel, comme disent les spécialistes. On pense que les assistants vocaux qu'on voit apparaître, c'est simplement un gadget supplémentaire, mais pas du tout. Et ça m'inquiète beaucoup pour nos démocraties en Europe. Ce n'est pas le sujet de ce soir. Mais vu d'Afrique, l'arrivée du conversationnel, donc de l'usage de la voix avec la traduction simultanée, permet, chacun l'aura compris, de mettre dans l'accès à l'Internet, de l'information Internet, dans le circuit évidemment, des centaines de millions de personnes qui, encore une fois, en seraient durablement exclues. Hein, c'est le couple usage de l'oral, pas de l'écrit, et deuxième élément, traduction simultanée en langue vernaculaire possible. Et si je vous en parle, ce n'est pas une espèce de vision, c'est que Orange, et encore une fois d'autres le font, mais on a développé un nouveau mobile qui a sorti du mobile tout ce qui coûte très cher, qui était lié au transactionnel, l'accès à l'écrit, hein, le web, etc., pour se concentrer sur les enjeux oraux, le pilotage par la voix du mobile. Mais du coup, les coûts du mobile, quand vous sortez du mobile, tout ce qui est, j'allais dire, lié au transactionnel, n'ont plus rien à voir. Et en fait, on a annoncé qu'on diffuse un mobile à moins de 20 $. Et là, pour le coup, vous changez complètement d'accès, qui se pilote par la voix et qui est accessible dans différents langages, dans le Swahili. Voilà. Donc ça, vous voyez, et ça, pour le coup, c'est une nouvelle révolution qui arrive, qui donne encore plus de force au propos, qui n'est pas dans le livre. Je m'en excuse parce que tout ça arrive alors que j'avais bouqué bouquin. Mais voilà, l'intelligence artificielle, la nouvelle révolution du net vient encore amplifier les enjeux de l'accès. Alors vous allez me dire, c'est beaucoup d'opportunités. En Europe, j'ai plaidé, c'est là que les gens me disent, c'est paradoxal, M. Mettling, vous parlez du droit, c'est la conclusion du bouquin, du droit de l'Afrique à l'accélération numérique, parce que je pense que d'un point de vue, j'allais dire, j'ai essayé de le démontrer ce soir, on n'a pas parlé santé, hélas, on n'a pas parlé d'autres sujets. J'ai essayé de vous démontrer combien l'accès au numérique, enfin, repenser les politiques de développement traditionnel à travers le numérique permet des conditions d'accès absolument formidables et profondément renouvelées. Donc je milite pour l'accélération, le droit des populations africaines à l'accélération du numérique, avec la concentration des investissements que ça appelle. Et à l'inverse, quand j'étais en Europe, je plaidais sur le droit à la déconnexion, parce que dans mon rapport, vous savez, parce que je considère évidemment que les risques de déséquilibre, les enjeux de situation ne sont pas les mêmes. Donc pour moi, j'ai une approche non pas militante, non pas aveugle de ces nouvelles, de ce numérique.
Je considère que c'est des formidables opportunités, mais aussi des risques extrêmement lourds, qu'il faut savoir pointer avec la même... pour ça que j'aime beaucoup la relation que j'ai avec votre structure, parce qu'avec la même énergie, les opportunités, mais aussi les risques du numérique, et il y en a quand même pas mal, mais c'est vrai que vu d'Afrique, pour le coup, et vu la situation que j'ai essayé de partager avec vous ce soir, on a quand même terriblement envie d'insister sur les opportunités, etc. Tout ça, évidemment, c'est un autre sujet, mais tout ça, évidemment, sans remettre en cause les enjeux. Ce n'est pas le secteur privé qui doit faire l'éducation, ce n'est pas le secteur privé qui doit piloter la santé. Mais quand je vois un impact de santé, ce qui se passe au Maroc, je termine par là, parce que je n'ai pas le temps d'aborder la santé, mais au Maroc, moi, j'ai vu en direct un agriculteur de l'Atlas qui n'a jamais vu un médecin de sa vie. Jamais, il était autour de l'Atlas, dans son village. Il avait une maladie de peau. J'ai vu en direct le dermato, depuis Casa, à travers l'imagerie, détecter la nature de la maladie, plus un assistant médical, mais qui n'avait pas une qualification, évidemment. Quelques questions posées, détecter la nature de la maladie, prescrire depuis, alors c'était un pilote, on est d'accord, mais prescrire depuis l'appareil, la réservation à l'hôpital le plus proche, délivrer le bon de transport en ambulance ou en transport nécessaire pour qu'il puisse être transporté à l'hôpital. Voilà, donc un exemple concret qui permet de dire ça fonctionne aujourd'hui et pas une échelle, j'allais dire, du pilote qui existe à un endroit, etc. Non, de modèle économique, j'ai parlé des prix des kits, j'ai parlé de l'énergie, de l'agriculture. Voilà, c'est des milliers d'agriculteurs qui utilisent l'applicatif dont je parlais tout à l'heure, qui téléphonent, etc. On n'est plus sur de l'anecdotique. Merci beaucoup. Merci à vous.